Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension et le décryptage des enjeux et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous nous demanderons ce qu'il se passe sur le Bitcoin depuis le début de l'année. Une question que nous poserons à Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse, mais nous reviendrons également sur des évolutions réglementaires qui concernent notamment les stablecoins. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux investissements obligataires. Quelle approche avoir sur le marché obligataire en ce début d'année? Nous poserons la question à Timothée Pubelier, le gérant senior obligataire chez Ostrum Asset Management. Et puis enfin, dans la troisième partie d'émission, dans l'œil de l'expert, nous nous demanderons avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavis.fr, où sont les refuges à l'heure actuelle sur les marchés. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Que se passe-t-il sur le Bitcoin depuis le début de l'année? Voilà le sujet qui nous anime à présent dans Patrimoine thématique et nous avons le plaisir d'accueillir pour cela Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de CoinHouse. Alors, Bitcoin était au-dessus des 120 000 $ en octobre dernier. Il est actuellement au-dessus des 63 000 $. On est presque à un cours divisé par 2 en quelques mois, avec notamment une accélération à la baisse depuis le début du mois de janvier. Une question, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Une deuxième question, en fait, qui est induite, c'est quelles sont les raisons, les tendances, les drivers qui viennent expliquer le recul qu'on voit sur l'actif aujourd'hui? Je pense qu'on est rentré dans ce qu'on appelle un bear market, c'est-à-dire un cycle maintenant baissier du cours des cryptos. Donc ça se matérialise principalement sur Bitcoin, mais on peut le retrouver aussi sur Ethereum et le cours des principales cryptos, Solana, Cardano et tout un tas d'autres cryptos ont pas mal chuté. C'est un phénomène qu'on voit se reproduire très régulièrement dans les cryptos. Pour tous ceux qui connaissent ce marché depuis longtemps et puis qui ont pris l'habitude de regarder un petit peu les performances du passé, et qu'il est toujours pertinent de regarder quand on a investi dans un actif risqué et volatile. Eh bien, vous allez voir que les années notamment 2018 ont été un peu compliquées après une très belle hausse en 2016-2017. L'année 2022 a été assez compliquée. Et puis les années également précédentes l'avaient été. Donc là, on est sur un 4e, 5e cycle selon le point de démarrage que l'on prend. On a connu une très belle hausse. Bien sûr, on a dépassé des niveaux historiques. On a dépassé, mais déjà la hausse avait été très importante en 2023. On avait progressé de 140% sur Bitcoin, un peu moins de 100% sur Ether. 2024, on a connu une très forte accélération en fin d'année. Il y a eu notamment l'élection de Donald Trump, un certain nombre d'annonces. Le début d'année 2025 a été aussi extrêmement fort en matière de progression des cours. On a eu plusieurs fois des hausses, on a eu des très grosses annonces. Donc tout ça a été... nous a amené à des plus hauts historiques qu'on a connus en octobre, vous l'avez dit notamment. Et là maintenant, le marché baisse comme il a baissé par le passé. Il y a une forme de désintérêt, il y a aussi toujours beaucoup d'investisseurs particuliers. Certains peut-être capitulent, d'autres, je pense, attendent la baisse aussi pour se repositionner. Après, le marché n'est pas le même de cycle en cycle. En 2022, on avait... eu au début de l'année quelques affaires assez qui avaient fait beaucoup d'encre, notamment je pense à l'affaire du Terra Luna, ce stablecoin un peu avec un mécanisme de compensation d'équilibre qui était jugé comme étant pas forcément très fiable et qui a subi une attaque violente qui fait qu'il a quasiment perdu toute sa valeur. On avait presque 20 milliards qui ont été liquidés. On a connu aussi l'affaire Celsius, et le début en fait des problématiques de liquidité sur certaines plateformes de prêt-emprunt, puis la fameuse affaire FTX en fin d'année qui a fait chuter les cours. Et là, début 2026, qu'est-ce qui... Alors effectivement, j'entends ce que vous dites, c'est que bon, on a connu différents cycles et donc finalement, c'en est un de plus sur l'actif Bitcoin à l'heure actuelle, mais qu'est-ce qui explique que ça arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui influe sur le cours à l'heure actuelle? Je lisais aussi qu'il y avait des retraits du côté des ETF Bitcoin, donc qui viennent alimenter... Nécessairement, si le cours chute, c'est que vous avez des ventes.
puisque vous avez un équilibre entre l'achat et la vente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de vendeurs qui sont prêts à considérer qu'à ce prix-là, c'est une bonne opération de vendre, soit parce que justement, ils prennent leurs pertes, soit parce qu'ils considèrent que de toute façon, s'ils l'ont acheté à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 dollars, aujourd'hui à 60 000, ça reste une très bonne affaire. D'accord. Donc, vous aurez toujours ce phénomène. J'avais questionné pour information mon directeur scientifique à l'époque en 2018, fin 2018, parce que je m'étonnais de voir le cours du Bitcoin à 3500 dollars, alors que je l'avais connu en tout début 2018 et fin 2017 à presque 20 000. Mhm. Et je lui ai dit, mais pourquoi des gens considèrent qu'à 3500 dollars, c'est encore une super affaire de vendre du Bitcoin? Il m'a dit, ouais, mais tu sais, il y en a qui l'ont acheté à 100 dollars, 500 dollars, donc ça reste un multiple de x7. À ce prix-là, ils continueront à vendre parce qu'ils considèrent que c'est sans doute une bonne occasion pour eux. À un moment, ça finit par s'arrêter. D'ailleurs, ça s'est Il n'y a arrêté. pas de lien avec l'actualité, que ce soit du côté de la Fed, du côté des marchés, J'y crois pas, actions. parce que, en fait, on a parlé de corrélation. Maintenant, on serait sur une décorrélation. Il y a eu un certain nombre de spéculations et d'analyses autour de l'or, du cours des matières premières. On a vu quelques corrections. Moi, je trouve que le S&P 500, il n'a pas corrigé. On n'est pas encore sur une correction de marché. Donc, on va sans doute, de toute façon, continuer à baisser sur Bitcoin. Je pense qu'on a connu dans chaque cycle des baisses qui pouvaient être assez conséquentes, hein, parfois jusqu'à près de 90% de la valeur. Donc ça, c'est des cycles un peu anciens. On voit que de cycle en cycle, les baisses sont moins importantes. Aujourd'hui, on a plus d'institutionnels, on a plus de porteurs, on a quand même des gens qui sont peut-être plus raisonnés sur ces marchés. Nous, on le voit chez Coinhouse, il y a eu beaucoup de rachats. Et nous, on a plutôt conseillé aux gens... recommandé, parce qu'on fait, c'est pas du conseil personnalisé. Oui, bien sûr. On fait une analyse globale en disant, à ces cours-là, ça peut être intéressant de commencer à se repositionner. Mais attention, pas nécessairement remettre tout son patrimoine qu'on avait par exemple mis en stablecoin pour réinvestir maintenant, mais peut-être investir un petit peu, parce qu'on va avoir de toute façon, dans ces périodes, des périodes de rebond. Il y en a généralement tout le temps dans les cycles, des périodes où le cours se reprend un peu de la vigueur avant potentiellement de venir aller taper des cours plus bas. Je pense que malheureusement, on va voir des cours un peu plus bas sur Bitcoin dans l'année. À quel niveau on va baisser? Est-ce qu'on sera vers moins 80% par rapport au pic du mois d'octobre, ou est-ce qu'on sera un petit peu en dessous? Moi, j'aurais tendance à dire que si vous reprenez le parallèle sur l'année 2025, beaucoup de gens s'attendaient à voir, et moi le premier, à voir un cours du Bitcoin aller bien plus haut que 126 000 ou 127 000 dollars. Nos prévisions, nos analyses nous amenaient plutôt sur un cours entre 140 150 000 dollars, et ça semblait assez raisonnable par rapport aux dynamiques de marché, à l'afflux monétaire qu'on voyait aussi sur les actifs risqués, et on pensait sincèrement que c'était le point d'équilibre, en fait, le point haut du marché. On n'est pas sur un marché 2025 qui a été aussi explosif qu'on a pensé. Et je parle de Bitcoin qui a plutôt été performant, mais quand vous regardez les autres tokens, on en avait parlé la dernière fois, la performance, elle est plutôt pas bonne du tout. Mhm. Donc on n'a pas eu une année 2025 aussi explosive que l'année 2021. Est-ce qu'on va avoir une année 2026 qui signe l'entrée dans un marché baissier, dans un nouveau cycle baissier aussi compliqué, aussi difficile, avec des baisses aussi importantes que ce qu'on a pu connaître en 2022 par exemple, ou en 2018? Personnellement, mais c'est mon avis personnel, je n'y crois pas. D'accord. Je pense qu'on va baisser, mais je pense qu'on va sans doute voir une chute un peu moins importante. On n'est pas encore au point le plus bas, on va descendre plus bas, mais on sera sans doute pas vers moins 90. Mais quand vous me réinviterez, peut-être que je vous dirai le contraire. Très rapidement, un mot également, alors plutôt d'une évolution réglementaire, mais qui vous concerne en tant que plateforme. À partir du 2 mars, les plateformes qui souhaitent transférer des stablecoins, cette fois-ci, seront considérées comme des établissements de paiement, et donc devront avoir un agrément d'établissement de paiement ou s'adosser à des entreprises qui ont l'agrément. Ça va changer beaucoup de choses pour l'industrie et pour vous en particulier? Oui, c'est une évolution réglementaire qui est pas complètement inconnue dans l'écosystème, puisque ce sujet de considérer les stablecoins comme des fonds, et donc les rapprocher à de la réglementation
de la monnaie fiduciaire, notamment quand on fait des transferts de stablecoins, est un sujet qui est discuté depuis plusieurs années, depuis au moins 2 ans, avec les régulateurs et notamment les régulateurs européens. Il se trouve que l'EBA a décidé au niveau européen de trancher et d'imposer, sans réel délai pour pouvoir le gérer, l'obligation d'obtenir un agrément supplémentaire qui est un agrément propre aux établissements de paiement, donc pour permettre les transferts, dans un délai ultra court. Bien évidemment, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'agréer. Il faut des délais normalement pour obtenir une licence d'établissement de paiement. Il faut déposer un dossier, c'est assez compliqué. Il y a des délais qui peuvent aller jusqu'à 18 mois. Donc, bien évidemment, ce n'est pas possible. Et les régulateurs en local, tels que l'ACPR, n'ont pas les moyens et la capacité de pouvoir traiter un dossier en 3 jours. Donc, il y a un délai qui va être donné. On peut juste s'alarmer de ce surcroît de réglementation. J'entendais encore, et je lisais récemment plusieurs membres de groupes politiques assez divers, justement considérer qu'il y a trop de réglementation et qu'on va beaucoup trop loin. Je pense que là, on va un peu loin. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Louvet, CEO de CoinHouse, de nous avoir accompagnés dans Patrimoine thématique. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle approche avoir sur les marchés obligataires? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Timothée Pubelier. Bonjour Timothée Pubelier. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant senior obligataire chez Ostrum Asset Management. On va essayer de comprendre quelle approche on peut avoir quand on est conseiller en gestion de patrimoine ou épargnant vis-à-vis de la poche obligataire de son portefeuille. Et la première question qu'on peut se poser quand on veut se demander ce qu'il en est de ces investissements obligataires, c'est est-ce que la nomination à la tête de la Réserve fédérale américaine de Kevin Warsh va changer ou a changé déjà la manière dont vous appréhendez les marchés obligataires en ce début d'année, Timothée? Alors en effet, c'est un point extrêmement important. Ça peut être un tournant pour l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Donc le 30 janvier dernier, on a Donald Trump qui a nommé à la présidence de la Réserve fédérale américaine Kevin Warsh. Et ça fait donc de lui, d'un coup, l'un des banquiers centraux les plus importants de la planète et une des figures économiques les plus importantes. Kevin Warsh, si le Sénat le confirme, oui, parce qu'il y a encore cette étape-là. Il a été nommé par Donald Trump, il doit encore être confirmé par le Sénat à l'heure actuelle. Exactement. Ça devrait ne pas être un problème, mais c'est quand même important de le mentionner parce que ça pourrait décaler le calendrier plus qu'annuler les choses. Mais donc, s'il est confirmé, la question qu'on va se demander, c'est est-ce que ça va être un yes man qui va dire absolument oui à tout ce que Donald Trump lui demande? Et donc baisser les taux? Exactement. Ou est-ce qu'il va se battre pour préserver l'indépendance de la Fed? Et pour répondre à cette question, il faut se demander un peu qui est Kevin Warsh, d'où il vient. Et en fait, c'est pas un universitaire académicien classique. Lui, il vient du monde des banquiers d'affaires, où il a fait une carrière qui a décollé très très vite. Et dès 35 ans, en 2006, il y a le président George W. Bush qui l'a nommé gouverneur, un des gouverneurs de la Fed. Donc c'était un des plus jeunes de l'histoire à ce poste-là. Et quand il était là-bas, donc 2006, c'est pas une date anodine, c'est juste avant la tempête financière de 2008. Et donc il a énormément appris, notamment aux côtés du légendaire Ben Bernanke, et il a aidé à sauver le système financier américain à cette époque-là. D'accord. Dès 2011, il a quitté la Fed pour devenir professeur d'économie à Stanford. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, il a été très critique sur la Fed. Il a été critique sur l'interventionniste. Lui, il aimerait bien se débarrasser des entreprises zombies quand il y a des crises qui arrivent. Il a été très critique sur la régulation des banques. Il pense que c'est pas le rôle de la Fed. Sur la taille du bilan, il n'aime pas le quantitative easing et donc il s'engage un peu à faire du quantitative tightening. Et enfin sur l'inflation, où lui, il aimerait que la Fed soit plus agressive contre l'inflation. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant. Oui, parce que c'est pas forcément ce que prône Donald Trump d'un point de vue politique, pour le coup. Exactement. Donald Trump, il a une feuille de route très claire. Il l'a mis là pas par hasard. Il veut des baisses de taux. Donc les baisses de taux, ça va faire de l'inflation. Le quantitative tightening, donc le resserrement du bilan, ça va durcir les conditions financières. Ça va être compliqué pour les entreprises. Le président américain, je ne suis pas sûr qu'il aime ça non plus. Et enfin, s'il devait y avoir une crise financière et que des entreprises américaines étaient en danger et que la Fed avait le pouvoir de les sauver, je ne suis pas sûr qu'il serait ravi de les laisser couler non plus.
Kevin Warsh n'est pas encore à la tête de la Fed, mais le gérant obligataire que vous êtes, comment est-ce que vous appréhendez du coup ce qui peut se passer, ce qui peut avoir une incidence sur les marchés obligataires cette année et plutôt en fin d'année? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons de voir des choses. La première, c'est où il obéit un peu à Donald Trump et il baisse les taux plus que ce que le marché s'attend. Et donc ça, dans un premier temps, on peut se dire que c'est très bon pour les marchés obligataires. On a les taux directeurs de la Fed qui vont s'écrouler et ils vont entraîner toute la courbe avec eux. Et ce sera bon aussi pour les actions qui vont se financer à moindre coût, etc. Mais par contre, il y a une autre façon de voir les choses. C'est qu'en fait, pour l'économie, ça marche sur la confiance. Un marché, il a besoin d'avoir confiance en une économie. Et la Réserve fédérale, c'est une des clés de voûte de cette confiance. Donc si la Réserve fédérale perd son indépendance et fait ce que le gouvernement lui dit, il va y avoir une perte de cette confiance, une montée de l'incertitude et une montée de la prime à terme qu'exigent les investisseurs obligataires pour prêter de l'argent à cette zone. Donc ça peut faire monter les taux longs, quantifier les courbes, et ça peut être très mauvais pour tout le monde en fait. Et pour les investisseurs européens, est-ce que du coup ça a une incidence particulière? Est-ce que ça fait entrer une concurrence plus grande vis-à-vis peut-être d'investissements obligataires européens? Pour les investisseurs européens, ça peut être intéressant, ça remet la zone euro sur le focus, avec justement cette thématique de confiance. C'est plus clair ce qui se passe en Europe, il y a moins de questions à se poser sur l'indépendance de la Banque centrale européenne, donc on peut avoir un jeu de vases communicantes qui profiterait à l'euro et aux investissements européens en général. Un mot des montants records de collecte obligataire depuis le début de l'année. Aux États-Unis, les ventes d'obligations investment grade ont dépassé les 200 milliards de dollars en janvier 2026. C'est 12% de plus qu'à la même période l'année dernière. Le secteur technologique, lui, représente une part très élevée. On voit en Europe qu'on a des États qui, eux, annoncent également des montants de levée assez impressionnants également. Est-ce que cette arrivée de dette massive sur les marchés va avoir une incidence sur les cours et sur l'approche qu'on peut avoir de l'obligataire? Alors, c'est un autre point extrêmement important. Et à la fin de l'année dernière, c'était une des grandes inquiétudes des investisseurs obligataires. C'est cette avalanche d'émissions sur le marché primaire obligataire. Est-ce qu'il y allait avoir des investisseurs en face de ça pour venir les acheter? Et sinon, on pourrait avoir une envolée des taux et qui là pourrait être mauvaise pour les obligations, pour les actions, vraiment pour tous les marchés. Donc ça, c'était un gros point d'interrogation. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir des émissions records dès le mois de janvier, aux États-Unis, mais aussi en Europe. En Europe, si on prend souverain plus les entreprises, donc toutes les obligations, on en a eu plus de 360 depuis le début de l'année. Et en termes de volume, on parle de 430 milliards. D'accord. Donc, si on veut comparer avec une année classique obligataire européen, on est déjà à 30% de fait, alors qu'on est juste sur un seul mois. C'est vraiment des chiffres à cette semaine. Mais donc, sur un mois et une partie 2 semaines de février, on a déjà fait 30% du programme d'émissions obligataires des entreprises et des pays européens. Donc, c'est très important. Déjà, comment les investisseurs ont réagi? Les investisseurs, ils ont réagi de façon très positive. On était inquiets là-dessus et en fait, ils ont absorbé cette avalanche d'émissions sans aucun problème. Pour rappeler, sur le marché primaire obligataire, c'est quand une entreprise ou un pays veut émettre une obligation pour la première fois, c'est elle qui va dicter les termes. Elle va dicter le taux, elle va dire par exemple, j'ai besoin à 4% sur 5 ans d'emprunter 10 milliards. Et en face de ça, il y a un carnet d'ordre des investisseurs qui va se construire. Et quand un pays veut emprunter 10 milliards, les investisseurs, ils répondent, nous, on est prêt à prêter 100 milliards. Et après, ils se battent pour avoir un prorata de la somme. Donc ça, c'est sur les pays, on peut voir des carnets d'ordre à x10. Sur les entreprises, où c'est toujours moins, mais on avait vu des carnets d'ordre énormes, plutôt de l'ordre de x3,6 pour les financières, x3,4 pour les entreprises non financières. Donc là aussi, c'est énorme. Donc l'appétit, il est intact. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ces 30% qui sont déjà émis, ils ne sont plus à émettre par la suite. Bien Donc il y a un peu de souffle. Un peu de souffle et de clarté. Voilà, c'est une interrogation en moins. Ils savent que cette partie du programme, elle est faite à des termes qui étaient bons pour eux. Donc ils vont avoir moins à faire et vont pouvoir se concentrer sur d'autres sujets. Alors que parfois, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir émettre sur des termes intéressants. Est-ce qu'il faut craindre une concurrence entre différentes émissions, que ce soit des entreprises tech qui ont besoin de lever de l'argent pour financer des programmes d'intelligence artificielle, des États, notamment l'État allemand, pour ses projets d'infrastructure? Est-ce qu'il faut craindre une concurrence entre différentes émissions obligataires sur le reste de l'année ou
finalement, ce qui s'est passé sur le début du mois de janvier vient rassurer quand même sur le comportement des investisseurs. Alors, ça vient rassurer, mais en effet, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. On a commencé un cycle d'expansion des CAPEX, notamment sur l'IA pour la construction des data centers notamment, qui est absolument vertigineux. On a rarement vu ça dans l'histoire. Même, on peut comparer aux missions Apollo pour aller sur la Lune, qu'on mis en banqueroute là aussi, l'URSS. C'est rien à côté des émissions qui sont en train d'être faites pour financer les data centers. Donc c'est absolument phénoménal ce qui est en train de se passer en ce moment. L'autre grand game changer, c'est en mars dernier, quand l'Allemagne a annoncé son plan d'infrastructure civile. On parle de 500 milliards sur 12 ans. Donc là aussi, c'est énorme pour l'Allemagne. Ils veulent investir dans le transport, l'énergie, le numérique, le logement ou les hôpitaux. Et c'est combiné à un plan militaire aussi, où là, ils vont acheter des tanks, des frégates. Donc sur le plan militaire, on va leur reprocher de financer un peu la guerre d'hier, d'acheter plus des tanks et des frégates, plutôt que faire comme l'Ukraine, qui a mis le paquet sur les drones, les nouvelles technologies. Donc là-dessus, il y a un débat qu'ils sont en train d'adresser. Mais ce qui est vraiment important de dire, c'est que l'Allemagne avait besoin de ce plan. Ils avaient un modèle qui reposait beaucoup sur la chimie, l'automobile. Ils sont en concurrence frontale avec la Chine et les États-Unis sur ce niveau-là, donc ils ont besoin de se réinventer. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont les moyens de se réinventer. L'Allemagne, la dette sur PIB, c'est 63%. Donc ils peuvent lever. Ils peuvent lever, là où la moyenne européenne, c'est 88%. Et en France, malheureusement, on est à 117%. Bien sûr. On voit la marge de progression. Donc oui, ils ont des routes et des ponts en mauvais état. Ils ont un problème d'indépendance énergétique. Mais là, ils ont les moyens, la capacité et la volonté. Donc potentiellement, ils vont aller très fort à ce niveau-là. Donc plus d'émissions, ça va venir soutenir la croissance. Et ça peut être un léger négatif pour les obligations, avec des taux qui accompagneraient à la hausse, une croissance à la hausse. Et donc plus d'émissions, donc plus d'offres qui pourraient impacter les investisseurs. L'investissement obligataire pour les épargnants, très rapidement, reste intéressant en 2026. Évidemment, il faut être sélectif selon les secteurs, selon les entreprises, selon les typologies de risques, mais il y a des opportunités encore sur le marché obligataire. Bien sûr, ce qui est intéressant par rapport aux dernières années, on a eu des taux proches de zéro, c'est qu'aujourd'hui, on part d'un niveau assez élevé. On a des taux anglo-saxons qui sont beaucoup plus élevés que nos taux en Europe. Mais même en Europe, si on prend le taux allemand un peu au-dessus de 2,70, c'est un bon point de départ. Après, si on va sur les entreprises, il y a un spread de crédit à ajouter à ces 2,70. Et donc ça, c'est un coupon régulier qui va arriver et qui, même si la valeur intrinsèque de l'obligation baisse, cette baisse, elle sera amortie par le rendement total de l'obligation. Donc on a un break-even qui peut être assez intéressant. Merci Timothée Pubelier de nous avoir accompagnés dans Enjeux Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant senior obligataire chez Ostrum Asset Management. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver Régis Yankovici. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavis.fr et on va se poser une question après la volatilité récente qu'on a pu voir sur le cours de l'or, notamment. Où sont passés les refuges sur les marchés, Régis? Où est-ce qu'on peut investir en se disant qu'on a investi dans une valeur refuge dans un contexte de marché un peu compliqué? Eh oui, on nous avait dit que l'or était une valeur refuge. Elle baisse de 20% en 3 jours. Bon, alors ça pose question. Ça s'est repris depuis, mais ça n'empêche pas qu'un refuge, normalement, ça ne baisse pas de 20% en 3 jours. Et je crois que je suis arrivé à la conclusion, bon, ça fait quelque temps déjà, que les refuges n'existent pas. D'accord. Si on ne met pas en face un contexte. Un parapluie, c'est un refuge contre la pluie, pas contre le froid. Bien sûr, oui. Bien sûr, non mais ça paraît évident, mais il faut le préciser. Ouais, mais oui, souvenez-vous, la crise des subprimes commence avec le gel de fonds monétaires de la BNP, de monétaire dynamique adossé à des subprimes. Donc, même le monétaire, on peut se questionner. D'accord ? Qui pourrait lui aussi faire prendre un peu un rôle de valeur refuge quelque part. Absolument. Alors, ça n'a pas été catastrophique, mais mettons ce sujet-là de côté sur les fonds monétaires dynamiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un refuge sans avoir une idée, une analyse du contexte dans lequel on s'inscrit. D'accord. Est-ce qu'on cherche un refuge contre l'inflation, contre la déflation, contre la récession? Et quand bien même on a raison sur le contexte, ça ne marche pas toujours. Okay. Un exemple. Entre 2021 et 2022, on sort de la période où les États ont beaucoup dépensé pour relancer après Covid. On a une inflation qui passe de 2 à 7% le CPI aux États-Unis. Que fait l'or
supposé être protecteur contre l'inflation, il baisse de 15% durant ces 12 mois-là. D'accord ? Oui, Donc, bien sûr. même quand on a le bon contexte, chercher un refuge est un peu aléatoire. Et donc, à la notion de refuge, Oui. je préfère celle de diversification. Et alors, comment est-ce qu'on, dans le contexte de marché actuel, on va chercher du refuge ou de la diversification, du coup, en tout cas la stratégie qui permet de rassurer vis-à-vis de volatilité ou de mouvements de marché imprévisibles? Alors, la diversification, d'abord, c'est un mot qui met tout le monde d'accord, mais qui est un peu galvaudé, D'accord. parce que pour certains investisseurs, on va dire non affûtés, c'est empiler des produits en se disant, et puis ils nous disent, vous savez, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, D'accord. sauf qu'ils ne savent pas que certains paniers sont troués. Mais et l'ancienne façon de diversifier ne fonctionne plus. Je vais faire de la diversification sectorielle, géographique, ça ne fonctionne plus. Je crois D'accord. que un des moyens un début de méthode pour diversifier, c'est de se battre. Contre quoi il faut se battre? Non, je ne fais pas de politique. Oui, bien sûr. Il faut se battre contre la pensée dominante. D'accord. Ouais. Il faut se battre contre le consensus. Parce que là où est le consensus, va les flux. D'accord. Et quand il y a des flux qui vont fortement dans une direction, il y a un reflux forcément à chaque fois. Donc il faut savoir panacher un portefeuille entre des actifs à la mode D'accord. et des actifs délaissés. Et alors c'est presque rassurant parce que c'est pas compliqué de savoir où vont les flux, ne serait-ce qu'en regardant Bien sûr. les performances. En revanche, il faut Relative. accepter d'aller là où, vers les flux délaissés. C'est difficile. Ah, je vous assure que c'est difficile. Et peut-être c'est encore plus difficile lorsqu'on est salarié dans une grosse boîte où tout le monde regarde ce que font les autres, et si les performances décalent par rapport à celui du collègue, oulala, c'est pas bien. Je crois que dans ces cas-là, les petites structures ont un gros avantage sur les grandes structures parce qu'elles peuvent penser out of the box. Dans le contexte actuel, très rapidement, où est-ce que ne vont pas les flux et où ça offre de la perspective de diversification intéressante? Je crois, avec une vision, on va dire au moins à 12-24 mois, je crois que le marché sous-estime le potentiel déflationniste de l'intelligence artificielle et que le prochain risque à cette échéance-là, je ne parle pas des tout prochains Oui, mois, bien sûr. c'est un retour de la déflation et donc les emprunts d'État rejoueront leur rôle protecteur. D'accord. Voilà, concrètement, on passe de la théorie à la pratique. Oui, bien sûr. Non, mais... Eh ben, merci beaucoup, Régis Locomotive, Merci, de nous Nicolas. avoir accompagnés dans l'œil de l'expert pour partager cette expertise, mais aussi cette conviction. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavis.fr. Merci beaucoup. Oui, .fr, c'est important. .fr, c'est important. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.